Bonjour à tous, je vais vous faire une petite conférence sur la robotique appliquée à la prise de vue, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors en fait cette machine-là, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, en fait c'est du motion control. Ce sont des robots spécifiquement programmés, comme vous voyez, ils bougent spécifiquement pour faire de la prise de vue, cinéma et photo. Alors attends, hop, c'est parti. En fait, Nikon Company, en fait, je voulais vous simplement vous montrer en fait, que cette société qui fabrique et qui applique ces robots à la prise de vue s'appelle Mark Roberts Motion Control. Motion Control, c'est quelque chose de très particulier. C'est de la robotique appliquée au mouvement de cinéma. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un petit peu ça sur une vingtaine de minutes. On va rentrer dans le vif du sujet et puis on va savoir ce que c'est que le motion control. Le motion control, je vous passe un petit clip de ce que représente le motion control chez Mark Roberts. That's a magic wand. Vous voyez, c'est ça le motion control. Ça fait beaucoup d'images comme ça que vous avez vu se déplacer. Pour résumer un petit peu, c'est tout ce qui est très difficile à faire par un opérateur. Pour plusieurs raisons, tout simplement parce que le nombre d'axes de mouvement est extrêmement élaboré. Vous avez vu ici sur ce genre de robot, en fait, si on compte le nombre d'axes de rotation, on a 6 axes. C'est extrêmement difficile à faire par un opérateur, même un Steadicammer ou n'importe quel type de machinerie actuelle. Et la compétence supplémentaire qu'on apporte à ça, c'est la répétabilité, c'est-à-dire exactement refaire le même mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi ça m'a marqué un petit peu sur le film de Doctor Strange. Je ne sais pas si vous avez vu la personne comme ça qui sort un petit peu de son corps. Ce ne sont pas des effets spéciaux en images de synthèse, ce sont des tournages qui ont été composités. C'est-à-dire que vous avez une image qui est faite avec un plan de caméra. Vous voyez ici comment ça bouge. D'ailleurs, tu peux me passer le live du mouvement, Alexis ? Vous avez des mouvements de caméra comme ça qui sont faits directement ici, et vous avez la possibilité de refaire à l'infini exactement le même mouvement. Donc ce qui permet de faire un premier plan avec la personne qui est allongée, un deuxième où la personne sort comme ça de son corps, et c'est exactement le même tournage, et c'est précis au pixel. Vous voyez ici, les mouvements de caméra sont extrêmement fluides, on va pouvoir avoir un maximum de déplacement, et donc c'est ça qu'on a souhaité en fait, se dire, si on cumule la synergie avec les matériels Nikon et de la robotique qui est aussi précise, on va pouvoir faire des solutions nouvelles appliquées. Alors on continue à les appliquer pour le cinéma, mais appliquées à d'autres domaines. Et juste pour finir sur le cinéma, juste pour voir un peu à quel point c'est quand même assez impressionnant ce que travaille Mark Roberts, eh bien c'est tout simplement tous les films que vous avez vus là dans la petite démo.
c'est assez, vous allez vous rendre compte en fait sur quel type de film travaille Mark Roberts. Alors les titres sont en anglais, mais ça c'est l'ensemble des films sur lesquels ces machines-là ont été utilisées. Vous voyez un petit peu, si vous connaissez, si vous êtes cinéphile comme moi, vous vous rendez compte en fait que tous les gros films avec des effets spéciaux, on a un spécialiste mondial des effets spéciaux devant nous, Monsieur Martin, des effets spéciaux optiques. Et ben ça, voilà, ce ne sont pas des images de synthèse, ce sont des pratiques comme ça qui sont faites. Vous vous rendez compte à quel point en fait on utilise ce genre de machines pour faire de l'activité en cinéma. Tous les Harry Potter, les Big Lebowski, c'est pas forcément un film super effets spéciaux, mais il y a des plans dedans aussi. Aviator, Spider-Man. En fait, vous vous rendez bien compte aussi que dans Spider-Man, en fait, tout n'est pas en image synthèse. Il y a de nombreux plans qui sont faits avec ce genre de machine. C'est simplement pour vous montrer en fait l'exigence que cette société a et finalement la reconnaissance internationale qu'elle peut avoir aussi sur ce domaine d'activité. Encore une fois, le motion control. Maintenant, si le motion control, on veut essayer de l'appliquer dans d'autres domaines, ça devient assez intéressant et c'est ce que nous, on a cherché à développer maintenant. Donc le premier domaine d'activité que je vais vous présenter, c'est le côté télévision. On passe du cinéma à la télévision. Et notre mission, celle qu'on s'est donnée en fait, pour aller dans le domaine de la télévision, parce que vous savez que les moyens de tournage évoluent de plus en plus, c'est d'introduire en fait de la répétabilité, comme je vous disais, de la qualité de mouvement, simplement pour offrir un maximum de créativité supplémentaire. Le mouvement de caméra, il est souvent fait avec des machines manuelles. Les mouvements d'éclairage, ils sont souvent faits avec des machines manuelles. Mettre finalement tous les niveaux technologiques à la même homogénéité permet d'avoir une production qui va être de meilleure qualité, tout simplement, et aussi tout à fait répétable. Alors, ce qui est assez difficile à cumuler, c'est de faire les trois en même temps, c'est-à-dire acquisition des sujets, le suivi des sujets et puis la capture d'images. Et pour ça, en fait, c'est là-dessus qu'on a travaillé. On a fait des solutions qui sont complètement intégrées et qui se convertissent, on va dire, ou qui s'expriment par du logiciel qu'on a pu développer. Alors pareil, Alexis, dans quelques instants, je vais te demander de passer sur différents plans. Vous avez pu voir l'interface juste avant, comme ça, en fait. Vous avez ici, vous avez des possibilités de rappeler des fonctions, des positions qui sont pré-réglées. Si tu me mets la caméra du fond, Alexis, on va pouvoir directement se mettre en action. Vous avez derrière vous, pour ceux qui sont un petit peu devant, un robotic pod, qui est une machine aussi de prise de vue, motorisée, et qui permet différents cadres. Alors je ne sais pas si je bouge un petit peu comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas d'opérateur qui est juste derrière la machine, mais en fait, elle peut me suivre ou au moins faire des cadres un petit peu différents. Et donc, vous avez un pilotage régie. Alors, on peut se dire, oui, les pilotages en régie, ils existent déjà. Simplement, cette production, elle se fait de façon longue distance avec une simplicité d'action qui est assez exceptionnelle. Si on revient sur l'interface, vous voyez que l'interface, il y a des joysticks comme ça, on peut bouger le pan, le tilt, le zoom, toutes les fonctions, le déclenchement, faire des pré-réglages. Et ça permet tout simplement de convertir on va dire d'une expertise technique de robotique en une activité extrêmement simple. Et tout ça autour de l'univers, ce qu'on appelle IP, c'est-à-dire tout en réseau Internet. Donc qu'on soit juste à côté, comme on est là, en fait, hein, l'opérateur il est juste derrière en régie, ou qu'on soit à 100 km de distance, ça marche de la même façon. D'accord ? Et l'idée, c'est qu'en fait, on puisse concentrer une régie, que ce soit avec des bras comme ça, avec des machines comme ça, dans un ensemble très concentré, et avec donc des moyens de production et de diffusion, que ce soit en télé ou en web, qui soient le plus simplifié. Et pour aller encore plus loin dans la simplification, on s'est dit pourquoi pas aussi faire contrôler ces machines-là par des moyens de plus en plus organiques, on va dire de plus en plus simples. Alors on peut contrôler ce pod-là avec une manette de Xbox, on peut aussi la contrôler avec un Oculus. On l'a fait avec le précédent, là on le redéveloppe pour la nouvelle version qui est celle-ci. Vous voyez bien que si vous faites ça, et que le robot fait la même chose que vous, c'est un peu plus simple que d'aller contrôler des axes qui sont un petit peu difficiles à configurer. Pareil pour le côté naturel de suivre quelqu'un quand on n'est pas trop habitué au joystick, c'est beaucoup plus simple de le faire de cette façon-là. Donc l'idée, c'est d'avoir de nombreux contrôleurs compatibles avec ça. Et aussi, on est allé encore plus loin dans la simplification de la robotique
appliqué à la prise de vue, alors là, pour ceux qui sont d'origine anglaise, où ça parlera beaucoup plus que nous, parce que la compétition de fléchettes, ça rigole pas du tout en Angleterre avec ça. C'est absolument dingue. Il y a une Champions League des darts quand même, hein, des fléchettes en Angleterre. Et donc, il y a des diffusions télé qui sont avec des gros moyens et qui demandent en fait une expertise de cadrage qui est absolument dingue. Juste pour l'info comme ça, je crois qu'il y a 2 ou 3 cadreurs en Angleterre qui sont capables de suivre un jeu de fléchettes de professionnels comme il faut, c'est-à-dire d'aller cadrer quasiment en temps réel là où va lancer le compétiteur la fléchette. On a développé cette activité-là, en fait, et maintenant la compétence technique qui nécessite d'aller cadrer, elle est un tout petit peu plus simplifiée. Pourquoi c'est compliqué d'aller cadrer ça? Tout simplement parce que vous avez l'équivalent d'une focale de 900 mm à peu près à 5 mètres de distance. Vous voyez l'angle pour ceux qui savent ce que ça veut dire, hein. C'est absolument dingue en fait de toujours aller de façon extrêmement répétitive, taper le double 19 ou le 14 ou peu importe. Ici, ce qu'on a fait, c'est simplement que derrière chaque cadrage, il y a une touche tactile qui est déjà pré-réglée. Donc, ici, une demi-cible, voilà, ici les doubles, ici les triples. Donc, vous avez un opérateur qui peut appuyer comme ça sur le double, le triple, et systématiquement, tac. Aucune vibration, aucune incertitude. Ici, le 1000, bam. Donc il y a quelqu'un qui connaît très très bien le jeu, qui va dire à l'opérateur, là, il va tirer sur le 1000, tu cadres, bim. Et là, on a amélioré la qualité de cadrage de façon assez drastique. Un domaine un peu plus simple, un peu plus populaire, on va dire, c'est un journal télé, par exemple. Pareil, on fait ses pré-réglages. Ici, on en a 13. Pardonnez-moi. Ici, on a 6 caméras, vous voyez là-haut. Ah, j'ai une bulle. Vous avez 13 pré-réglages ici, et vous faites ici des mouvements d'un preset à l'autre. Là, vous avez le cadrage de la personne qui se pose sur le côté du bureau, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir ici mettre simplement le point de départ, le point d'arrivée, la vitesse de transition, et puis on est parti. Et on fait ces réglages. Et c'est ce que fait d'ailleurs mon collègue en régie. Il va changer les plans directement. Comme on vous a montré tout à l'heure, on va changer les plans et on va appeler comme ça des fonctionnalités extrêmement complexes en robotique, mais extrêmement simples dans la pratique. Et c'est vraiment ça qu'on développe énormément. Et pour finir avec ça, c'est un peu l'exemple le plus basique, mais voilà, ça fonctionne. On s'est amusé à le faire, mais c'est vraiment pour la démo, mais ça fonctionne parfaitement. C'est qu'avec une Apple Watch, on appelle 4 positions de prise de vue, et directement, on va chercher l'une et l'autre. Tout simplement, c'est se convertir, encore une fois, l'ensemble des paramètres que sont la position du robot, le zoom, le point, tout ça, la vitesse de rotation, sont intégrés derrière un bouton. Ok ? Donc c'est simplement, tout ça, c'est vraiment pour se dire qu'est-ce qu'on en a fait. Simplement, on ne va plus chercher à augmenter notre compétence pour cadrer. Si je pouvais résumer, c'est exactement la même chose que dans les années avant l'autofocus, c'est-à-dire avant les années 80, pour faire assez simple, les meilleurs photographes étaient ceux qui arrivaient à faire le point dans toutes les conditions. Les photographes de sport qui maîtrisaient la mise au point autofocus dans toutes les conditions étaient les experts techniques. Quand on a apporté l'autofocus en photo, l'autofocus se fait de mieux en mieux. Comme vous le savez maintenant, c'est quasiment imparable. Donc on va pouvoir aller jouer avec autre chose, on va pouvoir être beaucoup plus créatif en s'affranchissant de cette contrainte technique. Maintenant, on va partir sur le dernier élément, parce qu'on a parlé de cinéma, on a parlé de télévision, et le dernier élément, c'est la photographie. Et pareil en photographie, c'est d'ailleurs par ça que l'histoire a commencé. Moi, je finis mon histoire par ça, mais c'est par ça que l'histoire a commencé. L'histoire du rapprochement entre la société Mark Roberts et la société Nikon a commencé par ça, et ça a commencé même bien avant le rapprochement avec Mark Roberts. Ça a commencé à la piscine surtout de Pékin, des Jeux Olympiques de 2008. Un certain fou, comme j'aime à l'appeler, François Marit de l'agence France Presse, s'était dit, si je veux faire des photos nouvelles, des images nouvelles, des points de vue nouveaux sur ce qu'on a déjà vu sur la photo de piscine, photo de natation, parce que piscine c'est un petit peu... voilà. Photo de natation, je vais essayer de faire fabriquer un robot qui va sous l'eau, mais qui va pouvoir bouger et que je vais pouvoir contrôler en temps réel. C'est facile de mettre un caisson sous-marin avec des ventouses et de le bloquer au fond de la piscine.
simplement le faire bouger dans des axes où on ne sait pas trop où on est un petit peu dans le bleu, on rappelle des positions de prise de vue, on a différentes focales éventuellement, on veut zoomer pour faire quelque chose de sympa. On a travaillé avec François sur ce genre de machine et on a créé un premier caisson, puis un deuxième. Et puis après, il a obtenu ce genre d'image. Et ce genre d'image qu'on appelle lobster, là, c'est l'espèce de homard, c'est très onirique, c'est très nouveau comme vision. Pour obtenir cette qualité technique, il faut une machine qui suive vraiment ce qu'on lui demande de faire. Et pour le coup, encore une fois, François Marit, il a créé un nouveau standard visuel. À l'époque, il y avait un caisson dans la piscine olympique. À Rio, cette année, j'y étais, on a vu, je pense, 14 caissons sous l'eau parce que tout le monde voulait refaire ce qui avait déjà été fait. Donc maintenant, ce qu'on est allé chercher, c'est faire des images au-dessus de l'eau. Et c'est pour ça, et c'est grâce à cette collaboration qu'on a pu avoir qu'on a créé cette machine que vous voyez derrière. En fait, cette machine-là, il y en avait 54 aux Jeux Olympiques de Rio, des comme ça là. Et en fait, cette machine, elle a été conçue pour, à force de développement, être totalement étanche. Parce que bon, même si on va sous l'eau, on a besoin de caissons étanches, mais quand on va à l'extérieur, quand on est à Rio, on se prend des bonnes pluies sur la figure. Il faut que l'ensemble des mouvements qu'on fait soit totalement possible sur l'ensemble de la durée des Jeux. Et sachez par exemple qu'on installe le matériel 4 semaines avant les Jeux Olympiques, on n'a plus le droit d'y toucher. Donc forcément, il faut que ce soit en place, il faut que ça résiste à tous les éléments. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est que sur cette machine-là, on peut contrôler absolument tout ce qu'on fait ici. Ici, on est dans des conditions beaucoup moins hostiles, mais on peut contrôler absolument tous les paramètres. Et vous avez un seul câble qui sort de la machine, qui encapsule l'alimentation, le réseau et la vidéo. Et en fait, pour créer cette machine, on l'a intégré en fait un boîtier que vous pouvez voir sur notre stand, le D5, avec un choix d'optique. Et pour faire un choix d'optique avec ce genre de machine, il faut qu'on fasse un caisson spécifique par optique. Parce que tout simplement, vous imaginez bien que si le boîtier reste ici, si le boîtier reste ici, si je touche la télé, ça va. Si le boîtier reste ici, vous aurez un angle de champ qui va être complètement couvert. Si je mets un 24 mm dans cette boîte-là, on va voir pas grand-chose. D'accord ? Donc on a dessiné pour chaque focale un caisson, et derrière, à l'intérieur, je ne vous montre pas tout l'intérieur, mais c'est un ensemble de mécanismes, de ce qu'on appelle un gearing, c'est-à-dire l'ensemble des roues dentées, des choses comme ça, qui permettent de contrôler à distance le point, le zoom, et tous les contrôles du boîtier avec un routeur à l'intégrer, d'accord ? Alors ça, c'est la technique, mais l'idée, c'est pourquoi faire à nouveau, et l'idée, c'est que pour en faire des nouvelles images. Et les nouvelles images qui ont pu être créées, encore un exemple sur ce genre de choses, c'est pouvoir contrôler très précisément, même avec le roll, c'est-à-dire la position de cadre de partout, intégrer les anneaux olympiques pour le côté iconique de la compétition. Normalement, si on lit bien, on sait tout de suite que... C'est marrant ça, quand je m'approche. Ici, on est à Londres, 2012. Donc ces images vont pouvoir rester dans les archives avec une connotation qui sera beaucoup plus forte. Et aussi avec un environnement beaucoup plus isolé, parce que vous ne voyez pas comme d'habitude le public derrière, vous ne voyez pas forcément les sponsors et compagnie, vous avez des images qui sont très épurées. Un dernier exemple pour ce qu'on a pu faire en photo. Alors ça c'était aux Olympiques, mais ça c'était à Cannes. Là vous avez l'interface qui est utilisée en temps réel, et en fait vous êtes au-dessus du tapis rouge. Et ce qui est produit en fait comme image, ce sont des images différentes et sympathiques parfois, d'un environnement où vous n'avez pas forcément systématiquement les photographes qui sont de chaque côté et qui vous donnent des moments un petit peu qui sont nouveaux. Encore une fois, pour synthétiser, l'ensemble de notre activité, elle est là pour créer des nouveaux points de vue, mais pas simplement avec des points de vue fixes, avec des points de vue mobiles, et une capacité à apporter comme ça des nouveaux réglages. Alors j'en termine dans ma présentation avec un visuel simplement qui vous montre que je vous ai montré deux. Ici, on vous a montré deux machines en direct. Simplement, Marc Roberts fait une gamme. Ça, en fait, c'est juste le plus petit bras qu'on fait, la plus petite machine. Elle est sympa déjà. Elle peut porter de façon extrêmement rigide à peu près 6 kg. Ça ne fait pas beaucoup, hein, 6-8 kg. Vous dites, mais c'est quand même dingue. Moi, j'ai un pied photo qui tiendrait 25 kg.
Faire des mouvements comme ça avec ces genres de machines, c'est juste pour qu'il y ait une rigidité parfaite, pour qu'il y ait un cadrage qui soit absolument nickel. Il faut un très très gros bras pour porter jusqu'à 10 kg, 12 kg, 20 kg. Et vous voyez qu'ici les mouvements sont normalement très 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 fluides. Pour ceux qui ont déjà vu des machines comme ça, c'est assez facile de voir des vibrations, de l'oscillation. Ici, il n'y en a juste pas. Et c'est ça la qualité de la chose. Si on repasse sur mon dernier slide, vous avez le Milo, le Titan, qui ont toujours des noms un petit peu comme ça, assez costauds, mais ce sont des énormes machines qui peuvent aller jusqu'à une portée. Jusqu'à, si vous voulez, Nikon School, là, c'est sans problème. C'est 26 mètres de portée pour le maximum, avec une précision. Pour la dernière anecdote d'aujourd'hui, pour le fun, on a gravé sur une pièce de 5 centimes avec une petite pointe en fait, qui était une pointe de gravure. La tête d'Homer Simpson sur une pièce de 5 centimes à 26 mètres de distance, ça ne bouge pas. Pour ça, il faut une machinerie qui soit absolument parfaite. Donc ça, c'est les plus grosses machines qui existent sur le marché. Ça, c'est le robot Bolt, c'est ce que vous avez vu en introduction. C'est le robot le plus rapide du monde. C'est celui qui fait du slow motion comme ça. Et puis probablement, ça, c'est une nouvelle caméra qu'on lance qui est plutôt pour l'observation et la sécurité. Ça, c'est une tourelle qui est totalement silencieuse, on ne l'entend pas tout simplement, et on peut la poster dans tous les endroits. Voilà, j'ai fait un panorama un petit peu de cette activité, de ces nouveaux modes de création. Et je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.